Et si l'intelligence artificielle ne transformait pas seulement le travail, mais réduisait le nombre d'emplois nécessaires? Dans la vidéo précédente, j'abordais la problématique de savoir si, avec l'IA, nous sommes déjà dans un point de bascule de notre société. Cette question trouvera peut-être sa réponse dans les 4 grands aspects que nous allons explorer. Dans le précédent podcast que j'ai fait sur l'IA, sur l'aspect économique et plus précisément sur l'emploi, j'expliquais en enfonçant une porte ouverte que la démarche première d'une entreprise, c'est le profit. Sauf exception, toutes les décisions prises par une entreprise, quelle qu'elle soit, sont dans le but de maximiser ses profits et de réduire ses coûts. C'est pas un jugement que de dire ça, c'est comparable à une loi physique. Je vais pas reprocher cela aux entreprises de la même façon que je ne vais pas reprocher à un objet que je lâche des mains de tomber par terre. Voici mon postulat de départ. Mettons-nous à la place d'un employeur. Je distingue 2 cas où, en tant qu'employeur, il serait intéressant d'utiliser l'IA. Dans chaque cas, voyons les conséquences logiques qui pourraient en découler. Premier cas, l'IA va assister mes salariés et augmenter leur productivité. Si mes salariés sont plus productifs avec des outils et assistants IA, alors 2 possibilités. La première, je peux très bien les garder, augmenter ma production, et si la demande est forte, alors je ferai plus de bénéfices, donc aucune réduction d'effectifs. Et la deuxième, la demande est stable, ou en tout cas n'évolue pas à la hausse, et dans ce cas, produire plus est inutile. Étant donné qu'à présent, un salarié assisté par l'IA produit plus que 5 salariés sans assistance, je vais réduire mes effectifs. Le volume de production reste le même, mais mes bénéfices sont plus grands, car moins de salaire à verser, avec tout ce que cela implique, pas de cotisation patronale, salariale, pas de congés payés, etc. Deuxième cas, l'IA va être autonome et pouvoir faire la même chose que mes salariés. Alors là, pour moi, 2 possibilités. Je crée des postes spécifiques pour contrôler l'IA autonome et je réduis mes effectifs drastiquement. La masse de salaire que je n'aurai plus à verser est tellement vertigineuse que ce sera difficile pour moi en tant qu'entreprise de faire autrement. Et oui, rappelez-vous que mon objectif premier, c'est le profit. Et là, le profit est mirobolant. Autre possibilité, mon éthique passe avant le profit et je conserve mes salariés et ne change quasiment rien à mon fonctionnement. Mais là, le risque, c'est de me faire écraser par la concurrence qui, elle, aura fait le choix du profit et donc pourra être plus compétitive. Le résultat pourrait être en finalité de mettre la clé sous la porte avec un résultat pour l'emploi encore pire. À moins que cela devienne ma marque de fabrique et que les consommateurs ou les clients soutiennent mon activité et acceptent de payer plus cher les services ou produits pour soutenir la démarche. On y croit tous, hein? Cette possibilité, elle me plaît beaucoup, mais soyons honnêtes, c'est la plus utopiste et irréaliste, non? Je ne sais pas vous, mais moi j'entends souvent dire qu'avec l'IA, l'emploi n'est pas détruit, il évolue. Alors, à cette affirmation me vient plusieurs questions. Déjà, qu'entend-on par emploi? Si c'est une fiche de poste, alors oui, beaucoup d'emplois évoluent, mais est-ce que certains disparaissent en devenant tout simplement obsolètes? Est-ce que de nouveaux emplois apparaissent? Si on entend par emploi des postes en termes d'effectifs, alors là, il faut se demander si les avancées de l'IA ont pour conséquence une baisse du besoin en effectifs. Et si c'est le cas, alors il y a bien destruction de postes, soit par non-renouvellement, soit par restructuration due à l'évolution de l'emploi justement. Bon alors, c'est bien beau tout ça, mais dans le réel, ça donne quoi? Aujourd'hui même, peut-on faire des constats? Je vais commencer parce que j'ai remarqué moi-même en scrutant les réseaux professionnels. Au cours de mes recherches, j'ai gardé cette question en tête. Est-ce que des entrepreneurs ont déjà exprimé leur intention de remplacer un poste par une IA? On va élargir la zone au fur et à mesure, mais je vais commencer par me pencher sur un métier que j'ai pratiqué une dizaine d'années et qui est au cœur de la révolution IA, développeur informatique. En 2025, et c'est encore le cas aujourd'hui en 2026, la majorité des développeurs, tout comme la majorité des travailleurs, voient l'IA comme tout à fait inoffensif pour leur vie professionnelle. Certaines personnes ont d'ailleurs des discours très élogieux à ce propos et n'hésitent pas à défendre ce qu'ils appellent un progrès. Il faudra qu'à un moment donné on définisse ce qu'est un progrès, ça me semble utile quand même. On le fera certainement dans la partie sociale. Et d'ailleurs, la majorité des postes sont clairement pro-IA, convaincus que cela leur permet et leur permettra de développer leur business. Et j'ai l'impression qu'ils ont factuellement raison pour certains. Il faut le reconnaître, mais jusqu'à quand? Est-ce qu'on ne va pas atteindre à un moment donné un point de bascule où la présence humaine dans l'emploi sera moins indispensable? Je pense que ce point de bascule est différent dans le temps pour chaque métier. Je vois un peu ça comme un effet domino. Alors question, en voit-on déjà des signes concrets sur le monde du développement?
Voici un post LinkedIn. Cet entrepreneur, a priori concepteur-développeur informatique, qui découvre l'IA à Cloud Project, dit clairement que c'est devenu son dev junior préféré, qu'il ne peut plus revenir en arrière et reconnaît lui-même que c'est un problème. On comprend ici un problème pour l'emploi en général, pas pour lui à l'instant T. Il dit « Le problème, c'est que je ne me vois plus recruter un junior car Claude répond à mon besoin pour 100 € par mois au lieu de 3500 € par mois. » Ne soyons pas hypocrites. D'un point de vue business, ce choix ne se discute même pas. En un an, Claude lui coûte 2 fois moins cher qu'un seul mois de salaire d'un junior. Et il le dit lui-même, l'IA, dans son cas, répond à son besoin. Donc, le junior, l'être humain, le potentiel salarié, n'a aucune réelle valeur ajoutée dans son cas. C'est réel, c'est avoué, c'est indiscutable. Les commentaires sous le post sont intéressants aussi. Commençons par le dernier commentaire. Un manager qui fait le même constat. Il ne compte plus prendre d'alternants tellement il a gagné en efficacité. Le premier commentaire, c'est celui d'un recruteur, un chasseur de tête, ancien développeur lui-même, que je connais. D'ailleurs, je l'ai contacté en privé pour lui demander son analyse sur la situation, et il a eu la gentillesse de me répondre assez vite, et c'est assez intéressant, on voit ça juste après. Bon. Dans le commentaire, pas de fioriture. Il dit clairement « Les juniors vont être en galère durablement, ils le sont déjà ». Son avis, c'est que pour l'heure, la stratégie gagnante, c'est donc de prendre un senior, c'est-à-dire un développeur chevronné, d'investir sur lui et de prendre Claude à la place, donc, et là je vais dire le gros mot, en remplacement d'un alternant ou d'un junior. Là, on peut se dire la chose suivante. Ce n'est pas parce qu'un gars ou deux disent qu'ils sont prêts à remplacer des juniors ou des alternants qu'ils représentent la tendance. Un exemple isolé n'en fait pas une généralité. En plus, les seniors ne sont pas touchés apparemment. Alors, continuons. J'ai pris le screen de ce post le 21 mai 2025 exactement. Et depuis, figurez-vous que les seniors commencent à avoir du mal à trouver un emploi aussi. Je surveille l'évolution de ce métier dont j'ai fait partie, et c'est ce que je remarque, mais n'en faisant plus partie, je peux avoir des biais. Alors un peu avant les fêtes de fin d'année 2025, j'ai demandé son point de vue à mon contact recruteur, celui dont je vous ai parlé à l'instant, appelons-le François, et voilà ce que j'ai demandé à François. Si jamais tu as un peu de temps, j'aimerais avoir ton point de vue professionnel sur le pourquoi de la situation de l'emploi actuel. Je vois passer pas mal de postes sur des juniors, mais aussi des seniors qui peinent à trouver un emploi. J'ai l'impression que ce changement de paradigme date de 2022. Toi qui es dans le recrutement, à quoi tu attribues cette situation? J'imagine que cela est multifactoriel. Voici ce qu'il m'a répondu. Pour faire simple, cette situation est due à la conjonction de 3 éléments. Le marasme économique impulsé depuis fin 2022, début 2023 par la situation internationale et la perte de vitesse des GAFAM. La situation politique française où le gouvernement ne peut plus vraiment diriger normalement. L'avènement de l'IA. Les juniors sont les premiers touchés, mais les seniors trinquent également. J'ai pas vraiment le temps de t'expliquer davantage, mais ce sont ces 3 facteurs qui bloquent les investissements des entreprises et notamment dans le recrutement. Tout le monde fait un peu à l'économie en somme. Mettons de côté le point sur la situation politique française. François reconnaît parmi les facteurs de cette situation l'avènement de l'IA et la perte de vitesse des GAFAM, c'est-à-dire des géants de la tech, Apple, Google, Amazon, Meta, Microsoft. J'ai donc cherché les raisons de cette perte de vitesse et l'explication est multiple. Inflation et remontée des taux d'intérêt dès 2023, mais aussi le développement de l'intelligence artificielle qui permet d'automatiser un nombre croissant de tâches et rester concentré, on va reparler des grosses sociétés notamment d'Amazon dans pas très longtemps. L'IA a donc une part non négligeable dans cette situation. Notons que François confirme le fait que les seniors souffrent aussi de cet état de fait. Il y a donc une évolution de la situation où en mai 2025 c'était surtout les juniors et aujourd'hui cela commence à s'étendre aux seniors. Je tiens à faire une précision par honnêteté intellectuelle. Le marché des développeurs connaissait déjà des tensions avant l'IA. Après l'explosion des embauches pendant la période Covid, une bulle s'est formée et elle a commencé à éclater vers 2022. Alors à ce stade, on peut faire la remarque que les développeurs doivent s'adapter et se mettre à l'IA, autrement ils resteront sur le carreau. Ça me semble évident pour ceux qui ne s'adaptent pas, mais est-ce que tous les développeurs vont pouvoir s'adapter? Est-ce que le besoin en effectif va être réduit? Et si c'est le cas, tous ne pourront pas trouver leur place. Évident. À ces questions, je pense avoir trouvé la réponse chez les pro-IA. Même s'ils restent majoritairement baignés de cette utopie dans laquelle le plein emploi pour tous est possible, certains commencent à changer leur discours et à reconnaître les conséquences, mais tout en validant cela. Bon, là c'est assez explicite. L'IA va faire perdre des opportunités d'emploi, car trop de devs sur le marché, puisque le métier évolue et qu'avec elle, un dev peut être plus productif que 5 autres il y a 5 ans. Je dis 5 autres, mais ça peut être 10 ou 15, je dis un chiffre de façon arbitraire, mais vous avez compris l'idée. Ça valide mon raisonnement. Moins de besoins, donc moins d'offres d'emploi, pour une productivité au moins égale grâce à l'IA. Mais rien de mal à ça d'après l'intervenant. Rien de mal, tant qu'il n'est pas lui-même impacté, j'imagine. D'ailleurs, je relève une chose. Il dit
puis, dans 2-3 ans, il est probable que l'on ne vive plus de la régie en freelance. Ça veut dire que les devs freelance ne pourront plus vivre de la seule activité de développeur. Alors question, est-ce qu'on n'en verrait pas déjà les prémices ? Voici un post LinkedIn ou un talent acquisition, et vous pourrez commenter sur mon légendaire accent anglais, c'est-à-dire un chasseur de tête, a passé une annonce pour un poste de lead développeur. Cela a suscité de vives réactions. Il y donne un TJM, un taux journalier moyen, c'est-à-dire son tarif au jour, et la condition de passer un test coding game. Ces fameux tests dont je vous ai parlé dans l'une de mes anecdotes dans le podcast sur la Gen Z et le monde du travail. Quand j'étais développeur, avec l'expérience et ma valeur sur le marché, j'avais arrêté d'accepter toute opportunité qui m'imposait de passer ce genre de test. Parce que j'en pense ce que j'en pense, je vais pas revenir dessus, mais surtout je pouvais me permettre de refuser. Mais les temps ont changé, et c'est difficile à accepter pour certains. Voici la réaction d'un développeur sous ce poste. Il fait la remarque que le TJM proposé et le fait de faire passer un test pour ce type de poste, de lead développeur, est irrespectueux car cela correspond plus à un salaire de junior. Et je peux valider cette information. Oui, cela correspond tout à fait à un salaire de junior, mais, parce qu'il y a un mais d'il y a quelques années. Et voilà ce que l'auteur du post lui répond. La loi de l'offre et de la demande. Enfin, je suis tombé sur ce post. Thierry, développeur WordPress. Thierry explique que le métier est totalement bouché. Trop de gens sur le marché de l'IA, la crise globale du gouvernement qui semble à côté de la plaque, on abordera cela dans l'aspect sociétal. Il a donc une baisse de son activité et n'a d'autre choix que de faire autre chose pour équilibrer ses finances. Lui, il le tourne en positif et c'est tout à son honneur. D'ailleurs, il n'est pas le seul, j'ai vu plusieurs vidéos YouTube où des développeurs témoignent soit d'une baisse de leur activité, soit carrément d'un arrêt de leur activité, mais au profit d'une autre qui finalement les passionne. Il n'en demeure pas moins que, sans cette baisse brutale de leur activité, ils n'auraient pas changé de fusil d'épaule aussi vite, voire même ne l'auraient jamais fait. Faisons un point sur les chiffres. Dans le milieu du développement, entre 2022 et aujourd'hui, en France, on peut noter une première destruction de 7500 emplois en 2024 et une création de plus ou moins 25 000 emplois dans les startups en 2025. En fait, il y a un déplacement du volume de l'emploi vers le freelance. On pourrait se dire qu'au final, il y a de l'emploi, qu'il y a même une croissance continue. Mais il y a un truc qui me fait tiquer. Regardons un peu les chiffres aux États-Unis. Entre 2022 et aujourd'hui, environ 580 000 emplois détruits. Là, c'est un choc massif. Alors vous me direz, la France, ce n'est pas les États-Unis. Oui, certes. Mais dans le monde informatique, j'ai la conviction que la France finit par suivre et les signaux concrets que nous venons de voir renforcent cette conviction. Si je devais résumer ma vision des choses dans le monde du développement actuellement, je vous montrerai simplement ce dessin. La tendance du marché est en train de se retourner. Autrement dit, la valeur du travail d'un développeur a abaissé. Et on peut dire ce qu'on veut, c'est factuel. Le développeur va toujours faire le même nombre d'heures. 35 heures, 40 heures. Avec l'IA, il va produire plus vite, on est d'accord. C'est le but là quand même. Mais il va être moins payé qu'avant. La loi de l'offre et de la demande est implacable. Les prix sont tirés vers le bas parce que ce que le dev produit a moins de valeur sur le marché. Je ne dis pas que tous les développeurs sont dans ce cas, mais c'est une tendance qui s'accroît au fil des mois, des semaines. Et selon moi, à terme, cela va impacter tous les métiers. C'est ce que j'expliquais dans le précédent podcast. On est en train de tout dévaluer. Là, on en voit les prémices. Uniquement les prémices ? Élargissons un peu, partons dans le tertiaire en général, voir comment ça se passe. Toujours sur cette merveilleuse plateforme qu'est LinkedIn, ces derniers mois, j'ai vu apparaître des témoignages faisant contraste avec les visions idéalistes postées quotidiennement. Cette fois, ça ne rigole plus. Il s'agit de personnes qui annoncent avoir perdu leur emploi. Ce post est terrible, fait à chaud, sous le coup de l'émotion. On a ici le témoignage, mais surtout le ressenti de quelqu'un qui vient de se rendre compte que son métier est devenu obsolète. Elle dénonce avec l'émotion du moment ce qui lui semble être en train d'arriver. Rédacteur web. On n'est plus dans le développement informatique, mais on est sur le web. Par contre, ici, ce sont des compétences de rédaction en plus de l'optimisation du référencement avec les règles du SEO. Je comprends alors que même les rédactions, qui a priori demandent de la créativité, est automatisable. D'après ce que j'ai pu lire, rédacteur web est accessible à partir d'une licence, donc d'un bac+3. Mais qu'en est-il des métiers qui demandent souvent plus d'années d'études ? Est-ce que cela protège notre place ? Voici le post de Margot.
Elle démarre, tout comme dans le post précédent, par une phrase choc, un constat amer. Je me suis fait remplacer par une machine. Le terme est fort. Margot est sortie de la meilleure école de journalisme de France. 7 ans plus tard, après s'être fait durement sa place dans le milieu, son métier seul ne lui permet tout simplement plus de vivre. Un de ses bons clients la lâche, elle et 60 autres personnes, par simple mail. La direction mise tout sur l'intelligence artificielle. Les écoles de journalisme les plus connues recrutent sur concours avec un niveau Bac+3 et les admis ont très souvent déjà Bac+4 et Bac+5. Les cursus durent en moyenne 3 ans d'après ce que j'ai pu lire. Ça veut dire que faire des études pendant 5, 6, 7 ans, voire plus, dans une école réputée, avoir 7 ans de pratique et avoir déjà fait son trou dans le métier, ne protège pas de se retrouver dans une situation où notre activité principale ne permet pas de payer le loyer. La plupart des posts LinkedIn sont pro-IA, du moins pour l'instant. Et encore une bonne majorité de gens travaillant dans le tertiaire argumentent en sa faveur. Intéressons-nous un instant à leurs arguments. J'ai pris en exemple quelques morceaux choisis du post de ce ghostwriter, c'est-à-dire un créateur de contenus éditoriaux pour le compte d'entreprise ou de marque, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cet exemple juste après. L'IA n'est pas une menace. Elle est une occasion unique de repousser les limites de notre créativité. C'est un outil puissant avec lequel nous devons apprendre à collaborer pour façonner l'avenir de nos métiers. Se former dès maintenant à ces nouvelles technologies est essentiel. L'IA va tuer le métier de ghostwriter, c'est ce qu'on me répète depuis 1 an. Pourtant, mon carnet de commandes n'a jamais été aussi rempli. L'IA est juste un outil de plus, comme quand tu préfères demander à Google plutôt que d'aller te taper des recherches pendant des heures à la bibliothèque. L'IA, c'est l'équivalent de mon robot Monsieur Cuisine, ça aide à préparer des trucs pas trop dégueux, mais ça ne remplace pas le savoir-faire. Le vrai risque, c'est la flemme. L'IA devient une menace uniquement quand tu arrêtes de réfléchir. Avec toutes les ressources disponibles aujourd'hui, rater avec l'IA, c'est un choix. Donc non, l'IA ne va pas tuer mon métier pour peu qu'on se forme, qu'on s'en serve avec discernement et qu'on garde notre cerveau allumé. Un carnet de commandes plein ? Eh bien, tant mieux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Une occasion unique de repousser sa créativité ? Ça, on verra si c'est vrai dans l'aspect social et ça risque d'être intéressant. L'IA est juste un outil de plus. Et voilà, la fameuse phrase répétée inlassablement, comme un mantra, comme un credo. L'IA ne remplace pas le savoir-faire. C'est encore vrai dans beaucoup de métiers, mais ça évolue de façon exponentielle. Et ça, on va le voir plus loin, vous allez voir, c'est assez effarant. Je me demande, est-ce que ça ne va pas décourager les humains à acquérir du savoir-faire quand ils auront conscience que l'IA fera mieux et plus vite. Je veux dire, on le voit déjà pour les développeurs. Et là, pour le coup, nous avons de vrais exemples, de vrais témoignages de plusieurs développeurs qui expliquent que ce qui faisait leur particularité, à savoir coder, avoir cette logique informatique, ce savoir-faire technique, et je parle en connaissance de cause, j'ai été développeur une dizaine d'années, donc ce qui faisait la particularité du développeur, eh bien, a quasiment disparu parce que maintenant, n'importe qui se penche sur un modèle d'IA générative va pouvoir créer une application, quelque chose de fonctionnel et avec un code pas trop dégueu, même parfois maintenable, le tout en quelques jours, le temps de maîtriser l'IA, le prompt, etc. Quand auparavant, il fallait des années d'apprentissage, de pratique, d'études. Moi-même, en vous disant tout ça, je trouve que c'est complètement fou. Je me souviens encore en formation lors d'une évaluation d'un collègue qui s'était levé devant toute la classe, exténué, le cerveau en feu, disant qu'il n'y arrivait plus, que c'était pas fait pour lui. Il fallait aimer coder pour supporter le métier. Tout le monde ne pouvait pas le faire. Et c'est toujours vrai, sauf que la finalité, c'est-à-dire sortir un programme, une application répondant à un besoin métier, eh bien ça, maintenant, à peu près tout le monde peut le faire. En fait, savoir coder était un moyen, pas une finalité. Et l'IA est en train de court-circuiter ce moyen. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais beaucoup votre point de vue, mais si l'IA peut coder, il me semble qu'elle peut encore plus facilement générer du texte exploitable dans le cadre de contenus éditoriaux. Et pourtant, dans son post, la personne semble dire que l'IA ne va pas l'empêcher de travailler en tant que ghostwriter, même si le métier va changer, elle va s'adapter. Et ceux qui ne s'adapteront pas, ce sera entièrement leur faute, puisque le vrai risque, et là, ce qu'elle aborde n'est pas anodin, le vrai risque, c'est la flemme, et c'est une menace uniquement quand on arrête de réfléchir. Alors là encore, sur le fait d'arrêter de réfléchir, il y a des choses à dire. Et on le verra dans l'aspect social, mais je peux déjà vous dire qu'il y a entre autres une étude de 206 pages du MIT qui met en évidence l'installation d'une dette cognitive suite à l'usage répété de ChatGPT. J'ai dit que j'allais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce post. Eh bien, je prends en exemple ce post parce que c'est le discours typique que je vois sur les réseaux. Ça résume fidèlement la mentalité dans laquelle sont la plupart des pros IA. Les graphistes, les designers, illustrateurs,
Illustrateur, le milieu de l'animation 3D, de la musique, du mixage, de la composition. Quand on voit ce que fait aujourd'hui l'IA dans ces domaines, personnellement, je ne vois pas comment la demande de professionnels ne va pas baisser tant même aujourd'hui, on arrive à obtenir des résultats bluffants et fonctionnels. Alors je sais, il y a un argument qui revient souvent, c'est le fait que l'IA ne fait pas mieux et elle se base sur l'existant, ce sur quoi elle a été entraînée, et donc à la fin ça tourne en rond et les résultats se ressemblent tous. On arrive à un point où il n'y a plus trop d'originalité. Et franchement, c'est vrai. Oui, je pense qu'on peut le constater aujourd'hui. Mais sur la qualité, eh bien, c'est une question de temps. Et ce temps est de plus en plus court. Et pour l'originalité, en fait, pour faire du business, on n'a pas besoin d'excellence, on n'a même pas besoin de trop d'originalité. Il faut juste que ce soit assez bon pour être consommé. Et encore, avec un bon marketing, un produit médiocre peut avoir plus de succès qu'un bon produit. J'ai en tête McDonald's, Burger King, KFC. Dans la restauration, leur produit est médiocre. Mais ça fait plus d'argent que d'autres chaînes ou restaurants. Et pourtant, vu l'augmentation de leur prix, on est parfois presque au niveau d'un restaurant de qualité. Mais c'est fonctionnel, c'est pratique. Il y a un drive, on commande rapidement. On est sûr d'avoir les mêmes produits partout, dans n'importe lequel de leurs restaurants, de n'importe quel pays. Finalement, le normatif, le manque d'originalité, eh bien ça a du succès. Pour la musique, je pense à Suno par exemple. Je me souviens quand c'est sorti, j'avais testé, c'était rigolo, mais vraiment pas au niveau. Les voix étaient robotiques, la musique très mal composée, sans beaucoup de cohérence, pas vraiment mixée. C'était déjà bluffant, mais très gadget. Aucun danger pour les compositeurs ou les chanteurs, clairement. Mais c'est exponentiel. En même pas 1 an et demi, j'ai de nouveau écouté ce que Suno produisait, et là, la claque! En fait, entre-temps de mon côté, j'avais passé une formation certifiante de mixage et mastering, et j'avais plus d'1 an de pratique quotidienne de mixage et aussi de composition. J'ai halluciné. Non seulement Suno fait de belles compositions cohérentes, mais en plus, le mixage et le mastering sont qualitatifs. Et je ne suis pas le seul à avoir remarqué ça. Même des producteurs dans le domaine depuis très longtemps sont bluffés. Et je me suis retrouvé avec une vidéo où un beatmaker commençait à penser à produire des artistes IA. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que Suno génère aussi les chanteurs. Et de mieux en mieux. La dernière fois, carrément, pour la première fois, j'ai dû admettre que ça grouvait. J'interromps rapidement ce podcast pour vous inviter, si vous estimez que mon travail le mérite, à mettre un pouce, commenter, partager. Ça permet de pousser l'algorithme et de gagner en visibilité. Ça m'encourage vraiment. Pour nous, petits créateurs, vous êtes nos seuls soutiens. J'en profite aussi pour dire que vous pouvez me retrouver sur X et Telegram, ainsi que l'onglet post de YouTube, où vous pourrez retrouver les podcasts ainsi que l'actualité de la chaîne. Je vous remercie encore pour vos retours et soutiens, et on revient au podcast. Là, ce que vous êtes en train d'entendre, c'est un cover du fameux X Gonna Give It To Ya de DMX, la version Soul. Franchement, est-ce que ça groove pas? Dites-moi votre avis en commentaire, je veux savoir si comme moi vous trouvez que ça balance bien. C'est fou. Une IA qui produit via quelqu'un qui a fait un prompt, quelqu'un qui ne connaît pas le fonctionnement des gammes, des fréquences, des méthodes de composition, des musiques entraînantes, rythmées et produit aussi bien qu'un professionnel. Et pourquoi quelqu'un qui ne s'y connaît pas peut quand même produire cela? Eh bien parce que pour la première fois, l'outil que la personne utilise concentre tout le savoir. C'est la première fois qu'on peut, sans rien y connaître, en chant, en composition, en écriture, en dessin, etc., qu'on peut produire quelque chose de qualité parce que l'outil qu'on utilise possède le savoir qu'il faut. J'emploie volontairement le terme d'outil là pour vous questionner. Est-ce qu'à ce stade, on peut encore parler d'outil ? Un pinceau, un marteau, un tournevis, une voiture, un fusil, un four, un rouleau à pâtisserie, etc. Tous ces outils nécessitent que son utilisateur ait un savoir-faire pour obtenir un résultat satisfaisant. Parce que ces outils n'ont pas en leur sein le savoir. Avec l'IA, l'utilisateur n'a plus besoin de savoir spécifique. Il doit juste savoir utiliser l'IA. Et utiliser l'IA devient de plus en plus simple et à la portée de tous. Vous avez vu ce que fait Seedance ? Aujourd'hui, c'est des vidéos courtes en 720p maximum, mais certains ont déjà produit des séries en Chine. C'est vraiment impressionnant. Il y a une série là qui cartonne sur TikTok et YouTube. L'île de la Skibidi Tentafruit. Alors, je suis allé voir de quoi ça avait l'air, pardon, mais c'est vraiment dégueulasse. C'est moche, les voix générées sont infectes, les dialogues sont totalement vides, je pense même que c'est vraiment dangereux pour le cerveau des gosses de regarder ce genre de choses, et pourtant ça marche. Carrément, en Inde, Bollywood va lancer son premier long métrage entièrement généré par l'IA. Il y a même une bande-annonce. Bon, clairement, la qualité là aussi, c'est assez médiocre visuellement, mais bon, un film quoi. Netflix aussi, qui dévoile que sa série L'Éternote est la première à avoir utilisé l'IA générative.
générative. Des effets visuels créés 10 fois plus vite pour un coût moindre, forcément besoin de mobiliser moins de monde, besoin de moins d'effectifs. Je ne sais pas ce que ça va donner dans le temps, mais ça me semble pas terrible pour l'emploi tout ça. Parce que si cela va permettre à des amateurs et des pros au budget serré de faire de belles choses, et ça c'est positif, manifestement, comme on le voit avec Netflix, ça a l'air d'inciter les grosses sociétés qui sont puissantes financièrement à faire encore plus de bénéfices et à utiliser aussi l'IA. Alors ok pour Netflix, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on n'a pas d'autres exemples concrets? Je vous ai dit plus tôt qu'on reparlerait des grosses sociétés, notamment des GAFAM. Eh bien c'est le moment. Alors on y va, attention, je vais tracer, c'est parti! Meta, novembre 2022, 11 000 licenciements et dans le même temps, ils accélèrent sur l'IA pour les recommandations, les pubs et investissent dans les data centers. Bénéfice de 23 milliards de dollars pour cette année. Mars 2023, 10 000 licenciements plus gel des embauches et dans le même temps, investissement massif sur l'IA générative et les infrastructures. Bénéfice pour l'année, 39 milliards de dollars. Google, janvier 2023, 12 000 licenciements. Dans le même temps, la même année, sortie de Bard qui deviendra Gemini, plusieurs milliards de dollars investis dans l'IA, les TPU et les data centers. Bénéfice 2022, environ 60 milliards de dollars. 2024, plus de 1000 licenciements et dans le même temps, investissement massif sur l'IA générative. Bénéfice en 2023, environ 74 milliards de dollars. Amazon, entre novembre 2022 et l'année 2023, environ 27 000 licenciements et dans le même temps, automatisation des entrepôts, robotisation logistique, mise en place d'Amazon Bedrock par Amazon Web Services pour les entreprises, qui est un outil d'IA générative. Bénéfice en 2022, environ 30 milliards de dollars. Bénéfice en 2023, environ 57 milliards de dollars. Microsoft, entre 2023 et 2024, environ 11 900 licenciements. Dans le même temps, investissement d'environ 10 milliards de dollars dans OpenAI et Copilot, puis généralisation de l'IA Copilot. Bénéfice 2022, environ 72 milliards de dollars. Bénéfice 2023, environ 88 milliards de dollars. On peut citer Apple qui fait pour le coup figure d'exception dans cette liste car peu de licenciements massifs, investissement sur l'IA continu mais discret. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut soulever ici? Eh bien, tous ces mastodontes ont réorienté leurs investissements dans l'IA, dans les infrastructures, dans la recherche, en fait dans le capital au détriment de l'emploi. Je pense que ça valide complètement la théorie qui dit qu'une entreprise a pour but premier le profit, quelles que soient les conséquences, même si ce sont des drames humains. Tout cela transforme complètement le paysage économique. Je me permets donc de revenir sur la question que j'avais en tête au début du podcast. Est-ce que des entrepreneurs ont déjà exprimé leur intention de remplacer un poste par une IA ? Ma conclusion, c'est que oui, non seulement ils l'ont en tête, mais en plus, ils sont en train de le faire. Je pense qu'il faut voir les choses en face. L'IA est en train de remplacer des postes, de les absorber. Alors oui, elle transforme des métiers sans forcément les supprimer, mais en supprimant, de par ses performances spectaculaires, du besoin en effectif, et donc des postes à pourvoir, et donc de l'emploi. C'est mécanique. Jusqu'à présent, les progrès technologiques permettaient surtout d'automatiser des tâches répétitives. Ça supprimait des emplois, mais l'argument, c'était que cela supprimait des boulots pénibles. Alors, ok, très bien. Avec l'IA, tout ce qui est répétitif et automatisable peut être remplacé, et ça semble être en cours. Mais avec l'IA générative, même les tâches demandant de la réflexion sont possiblement remplaçables. Du moins, tendent à l'être. Les cols blancs sont donc aussi menacés en termes d'effectifs, de postes à pourvoir. Ça change la donne. Dans ce contexte, mon premier réflexe, c'est de me dire que pour être protégé du remplacement, il faudrait soit exercer un métier à très haute valeur ajoutée, en termes d'années d'études et d'expertise, comme un médecin spécialiste par exemple, soit faire un métier manuel. L'IA ne peut pas par ses algorithmes remplacer une pose de placo, couler une dalle, installer des évacuations d'eau, poser une cuisine, faire la cuisine, servir des plats, ranger, repasser chez moi, etc. Les électriciens, les plombiers, les maçons, les boulangers, les restaurateurs, tout ça me semble quasiment impossible à impacter. Vraiment ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans la partie 2 de l'épisode 1, IA et emploi, le choc économique. Et là, je vous annonce que ça va être impressionnant. Honnêtement, je ne pensais pas qu'on en était déjà là technologiquement parlant. On va voir que l'IA rivalise avec les gros cerveaux et que les robots sont déjà là. Il y a quelque chose qui se prépare, c'est fascinant et terrifiant. On terminera cette partie économique avec une conclusion. Restez à l'écoute, ça arrive très vite. N'hésitez pas à booster la vidéo, mettre un pouce, commenter et partager, ça m'aide beaucoup, je vous assure que c'est pas anodin. Merci par avance et merci de vos retours. Je vous dis à très vite, paix sur vous.